Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce 19h05. À la une ce soir, une nouvelle vague de Camerounais refoulés de la Guinée équatoriale débarque au Cameroun et ils sont une cinquantaine à avoir foulé le tarmac de l'aéroport international de Douala ce lundi en présence du gouverneur de la région du littoral. Quel rapport les Camerounais ont-ils avec l'épargne? Le 19h50 leur donne la parole à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne. Vous verrez également leur réticence à ouvrir un compte bancaire. Et le 19h50 lance une série de contenus en guise de bilan de 40 ans du renouveau. Focus ce soir sur les 4 vies du renouveau. Et 10e numéro des préludes du Mondial Qatar 2022, arrêt ce soir sur les buteurs camerounais de la compétition. Voilà pour les titres. Bonsoir, une fois de plus, une cinquantaine de Camerounais refoulés en Guinée équatoriale ont atterri ce jour à l'aéroport international de Douala. Ils retrouvent leur terre natale pour irrégularité dans leur pays, dans le pays hôte. Ils ont été accueillis par le gouverneur de la région du littoral ce jour, Titi Freeman et Henri Tina. Des cris de joie et chants de ralliement poussés par ces Camerounais de retour au bercail après le périple équato-guinéen. 52 au total pour cette première vague. Ils sont accueillis ce 31 octobre par le gouverneur de la région du littoral à l'aéroport international de Douala. Le calvaire en mémoire, ils disent leur joie. Ils ont saisi mon passeport avec mon carnet de vaccination internationale, mon acte de naissance, ils ont déchiré derrière moi. Ils m'ont frappé d'une façon que je n'arrive pas à comprendre. Tous nos frères sont encore en cellule. Merci à notre ambassadeur. Nous sommes très bien arrivés. On remercie le Cameroun. Le pays reste le pays. Merci, monsieur le président. Je veux que comme le père a commencé, il faut qu'il finisse. Pardon. Il faut qu'il fasse quelque chose. L'espoir nourri après ce retour aux sources, précédé par des tests de santé et prise de paramètres divers. Une fois arrivés ici à l'aéroport, ils seront testés. Ils bénéficieront d'un test Covid. Une vaccination volontaire serait également proposée à toutes ces personnes. Une prise en charge des compatriotes expulsés du pays voisin, initiée par le gouvernement camerounais et ses représentations diplomatiques. Il y a également ceux désirant rester sur le territoire équato-guinéen. À ce titre, dont l'ambassade du Cameroun s'est mobilisée pour pouvoir permettre à ceux-ci de pouvoir obtenir des titres de résidence. En rappel, c'est depuis le 20 octobre que le gouvernement équato-guinéen a entrepris le rapatriement forcé des étrangers sur son sol. Officiellement, l'opération vise les résidents en situation irrégulière. Et guerre de succession sur le trône de la chefferie de 3e degré du village Mouataba dans l'arrondissement de Djombe-Pendia. Une affaire de clan divise le village depuis le décès du défunt chef. À chaque différent palabre organisé, les deux camps questionnent toujours la légalité et la légitimité des choix présentés. Arnaud Devariunda et Luciano Ndiakou. Depuis la mort du dernier chef Ngwane Akwa, le peuple bafoune à Mouataba est son chef. Et pour cause, des batailles de succession font rage. Deux familles se battent pour voir leurs fils respectifs accéder au trône de cette chefferie de 3e degré située dans l'arrondissement de Djombe-Pendia. Théodore Ndjoké, l'actuel chef, fils du roi Mesumbo qui a régné autrefois sur le village, est contesté par la descendance du défunt chef Ngwane Akwa. Nous avions eu un procès verbal, il y a eu des consultations, il y a eu un procès verbal rédigé en bonne et due forme. Les rapports et les procès verbaux sont disponibles. Je ne connais nulle part un chef qui, parce qu'il est malade, dépose son tablier. Parce qu'on nous présente aujourd'hui un document de déclaration sur honneur qui implique le chef Ngwane qui n'a rien signé dedans. Il est parti faire sa déclaration en cachette, mais qui nous apporte la preuve que la déclaration a été faite devant des personnes.
Le chef d'Umpoula, témoin privilégié de l'histoire de cette chefferie, retrace l'histoire. Nos parents de l'époque, le village Mataba n'avait pas un chef, même pas l'arrêté allemand, même pas l'arrêté français. C'était, on les appelle, c'était les collecteurs d'impôts. Ils représentaient les chefs de district. C'est cet imbroglio qu'a hérité le nouveau sous-préfet de Djombe-Pendia, Clément Sonengwe, qui a dû soussoir sa tournée programmée dans ce village au fin de prendre connaissance de ce dossier. La pluie, parfois salutaire, ne fait pas que des heureux. À son passage, les commerçants du marché Etoudi dans l'arrondissement de Yaoundé 1er vivent le calvaire. Pluie, sale temps pour les commerçants, c'est un reportage de Joël Diom 3 et Samuel Ebakissé. Ici, au marché d'Etoudi, tout le monde l'appelle chocolat. Cette boue, résultat d'une matinée pluvieuse en ce lundi, dernier jour du mois d'octobre. Ce chocolat d'un autre genre rend difficile l'accès aux produits. Quand il pleut comme ça, la boue, aucun client ne vient pas. Ce n'est pas à dire, regardez vous, on pleure, allez dire nos pleurs là-bas devant. Malgré la boue, tubercules, légumes et fruits sont à même le sol, sans aucune mesure d'hygiène. Tout à côté, l'étroitesse de la route, accentuée par la boue, crée des tensions entre clients et commerçants. Tout aussi compliqué, l'accès à l'intérieur du marché qui s'apparente à un parcours de combattants. Les commerçants ne peuvent que constater les dégâts. S'il n'y avait pas la boue, on aurait peut-être à voir l'intérieur du marché pour être bien. Et nous sommes obligés de liquider les marchandises parce que ça ne va pas. Généralement, aucun client véhiculé ne s'aventure au marché d'Etoudi après une pluie. Seuls quelques clients à pied, poussés par un instinct de survie, franchissent le pas à contre-cœur d'ailleurs. Les jours qui pleuvent souvent, je n'ai même pas le courage de venir au marché. Parce que quand j'imagine l'état du marché, ça me frustre. Je suis obligé de venir parce qu'il faut que mes enfants mangent. Selon certains commerçants, l'impact négatif des jours de pluie est bien réel sur leurs activités. Les recettes peuvent être divisées par 2. Et la culture de l'épargne à l'ère du numérique, c'est sous ce thème que se célèbre ce 31 octobre la journée mondiale de l'épargne. Une occasion pour notre rédaction de questionner les différents modes d'épargne des Camerounais. On voit cela avec Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Question pour un Yaoundéen, combien épargnez-vous par jour? Ce que vous m'avez payé, le salaire minimum c'est combien pour qu'on épargne? Il faut d'abord vivre, en attendant quand on va gagner beaucoup. La réplique est quasi identique pour cette personne sudiste interrogée ce 31 octobre dans la ville de Yaoundé. Épargner relève presque de l'exploit pour beaucoup de Camerounais. La conjoncture principalement pointée. Déjà on n'arrive pas à nous en sortir pour manger, pour louer, la location. C'est difficile, on va avec l'état de la moto qu'on a là, on va essayer de payer comment c'est difficile. Déjà les entrées, les avoirs ne sont pas ce qu'on attend toujours et il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, par exemple les besoins élémentaires. C'est dur, très dur. À côté, il y a ceux qui réussissent tout de même à tirer leur épingle du jeu malgré leurs petits revenus. Certains par cotisation journalière ou hebdomadaire dans des microfinances. On a des microfinances qui passent presque tous les jours, sauf le dimanche. Ils passent, on fait la collecte journalière chez eux. Je parviens à cotiser 2000 tous les jours. Le jour que je ne cotise pas, je me rattrape le deuxième jour pour cotiser 4000. D'autres par ce qui est considéré aujourd'hui comme la star des épargnes au Cameroun, la tontine. Présentement, j'ai 2 réunions mensuelles et 1 réunion hebdomadaire. Par mois, environ 50 000. Cotiser 20 000 francs par mois, il y a les 5 000 chaque semaine. La journée mondiale de l'épargne est célébrée ce 31 octobre sous le thème « La culture de l'épargne à l'ère du numérique ». Quelle que soit l'option, épargner de l'argent est devenu un exercice difficile pour beaucoup. On vit au jour le jour. Et cette journée se célèbre dans le contexte d'une inflation grandissante. Les réserves financières et institutions bancaires et l'établissement de microfinance assèchent au fur et à mesure. Outre la vie chère, la crise de confiance dissuade les populations à ouvrir des comptes bancaires. Monique Naossi-Fosso et Thierry Nana.
Le compte bancaire. Près d'1,4 milliard d'adultes n'en disposent pas dans le monde, selon le rapport 2021 de la Banque mondiale. C'est en Afrique qu'on retrouve le plus grand nombre. À chacun son astuce pour économiser de l'argent. Je préfère épargner mon argent dans une caisse à la maison parce que moi je trouve qu'avec les banques, il y a trop de protocoles. L'épargne en elle-même n'est pas très intéressante. Il faut épargner un peu et penser à investir. J'aime garder mon part d'argent à la tontine, c'est même plus sécurisé. En fonction des expériences personnelles ou celles des proches, il y a une méfiance à sécuriser son épargne dans une institution bancaire. Avec ma caisse à la maison, je préfère, même si ça n'a pas d'intérêt, pour moi, c'est plus en sécurité. Parce qu'il y a aussi les banques qui font faillite. Les banques prennent l'argent et remettent ça aux gens à des taux usurés. N'est-ce pas? Entre-temps, on nous donne 2%, 3%. C'est pas intéressant. Et ils revendent à 20%, à plus de 20%. Et ils se font du beurre sur notre dos. Les microfinances là, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'ils sont enfouis dans mon argent. Une réticence des populations qui n'est pas sans conséquence sur l'activité bancaire. Sans épargne, les caisses des banques se vident car beaucoup de gens sont en faillite. Du coup, il y a plus de demandeurs de crédit que d'épargnants. La journée mondiale dédiée à l'épargne date du 31 octobre 1924. Elle promeut la nécessité d'économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie. Et ce lundi 31 octobre, notre rédaction lance une série de contenus en guise de bilan de 40 ans de renouveau. Vous vous souvenez, le 6 novembre 1982, un jeune président annonçait un New Deal fait d'ouverture économique, croissance économique, justice sociale et développement culturel et sportif. Le renouveau célèbre ses 40 ans dimanche prochain et toute la semaine, nous repasserons au scanner son impact dans la vie des Camerounais dans différents secteurs. Et ce soir, place aux politiques avec un retour sur les différentes vies du renouveau et une évaluation de la démocratie annoncée en 1982. Premier arrêt de l'épisode 1 de cette série, on revisite les 40 ans marqués par des moments qui ont failli faire basculer le régime, lui qui a toujours su se maintenir sous le feu et critique de l'opposition. Évocation avec Michael Tipkio. Tout commence le 6 novembre 1982. Paul Biya, 49 ans, accède au pouvoir. Ce fils de catéchiste, ancien séminariste à la réputation d'homme simple, est très peu connu des Camerounais. Presque adulé, l'homme parcourt le pays tenant à chaque fois des discours annonçant un changement. L'homme du renouveau n'aura jamais été si populaire qu'en cette année 1983. C'est normal que les Camerounais aient accueilli ce changement de régime avec tous les discours lénifiants du chef de l'État, avec enthousiasme. Il y a d'abord eu, n'est-ce pas, comme un silence de cimetière, mais après, quand ça a été confirmé, c'est tout le Cameroun qui était en joie. Parce que, en réalité, à cette époque, tout le monde mangeait, mais personne ne pouvait parler, parce que la contradiction n'était pas acceptée. Il y avait beaucoup d'enthousiasme par les promesses de liberté accroissante et puis par aussi la jeunesse du chef de l'État. Cette période d'enthousiasme va s'estomper le 6 avril 1984. Une tentative de coup d'État est à un doigt de renverser Paul Biya. Le choc poussera l'homme à se recroqueviller. Il vivra désormais presque reclus. Il a eu très peur avec le coup d'État et il s'est recroquevillé. Je pense que c'était délibéré. L'ancienne garde Idio qui a récupéré Biya après le coup d'État, par ce stratagème, a repris les choses en main. Vient alors une période où le vent du multipartisme souffle sur le Cameroun. Pluralisme politique, liberté d'expression, les années 1990. La crise économique qui sévit sévèrement laisse place à de vives contestations. Des moments difficiles pour le renouveau. Il faut avouer que le multipartisme est arrivé dans un contexte où ceux qui ont décidé, c'était les gens du parti unique. C'est-à-dire que, oui, on proclame, mais est-ce qu'ils sont outillés, est-ce qu'ils sont prêts à assumer le multipartisme? Je crois que les années d'après ont servi pour comprendre que 92, le changement pouvait avoir lieu. Malheureusement, ce changement n'a pas eu lieu, donc on n'a pas connu l'alternance qu'une partie des populations souhaitait. Octobre 1992.
Première élection présidentielle pluraliste de l'histoire du pays. La réélection de Paul Biya est vivement contestée. En 2008, à la suite de débats houleux, le Parlement fait sauter le verrou limitant les mandats présidentiels. Le bilan, télégraphiquement, de l'avènement de Paul Biya depuis 40 ans peut se résumer en deux grands partis. Il y a une partie politique et institutionnelle, c'est ce qu'on a commencé à dire. Et je peux dire que globalement, c'est une partie qui a marqué une évolution. À un rythme qui pouvait ne pas convenir à tout le monde. Toutes les voitures n'ont pas la même vitesse, la même boîte à vitesse, la capacité de vitesse, pareil. Mais globalement, à la date d'aujourd'hui, 40 ans après, on peut dire qu'on a passé de l'ombre à la lumière, voire même de la nuit au jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des débats sur les libertés de manifestation, certaines autres formes de liberté. Mais globalement, on est dans un État libre, un pays libre. En 2011 et 2018, il est également réélu à une très large majorité. Sa dernière réélection en 2018 est soldée par des contestations. Et la démocratie est actuellement perçue comme le mode de gouvernance par excellence dans le monde. Au Cameroun, c'est avec le président Paul Biya qu'il a véritablement pris corps dans les années 90. De l'arsenal juridique aux institutions, les instruments démocratiques se sont multipliés au fil du temps. Au bout des 37 ans de premières intentions démocratiques de Biya, la marche se poursuit, mais malgré tout, des avancées notoires. Le processus rencontre encore de nombreux dysfonctionnements. Janice Kamga et Raoul Goffo. Lorsqu'il prête serment pour la première fois le 6 novembre 1982, Paul Biya axe son action sur la démocratisation de la vie politique et la libéralisation sociale et économique. La démocratie fait partie des piliers du programme politique qui a été lancé par le président à son accession à la magistrature suprême il y a 40 ans. Il avait dit qu'il est le président de Renouveau. Il a ramené le multipartisme. Il a fait adopter les lois sur les libertés d'expression et les libertés d'association. L'année 1990 marque l'apothéose de cette vision avec son vent de réforme. La démocratie a commencé au Cameroun avec l'organisation des élections par le ministère de l'administration territoriale. On a connu ONEL 1, on a connu ONEL 2, maintenant c'est devenu ELECAM. Aujourd'hui on connaît la biométrie. Après la présidentielle d'octobre 1992, première élection organisée au suffrage universel direct avec multiplicité de candidatures, Paul Biya décide d'accélérer les réformes politiques afin d'engager résolument le pays dans la voie de la participation du plus grand nombre au processus de prise de décision. Aujourd'hui, nous avons plus de 330 partis politiques. Je crois que nous avons déjà peut-être même dépassé plus de 1000 associations de la société civile. Nous avons des centaines de presse. Une quarantaine d'années plus tard, et malgré de bons points engrangés, les critiques fusent au sein de l'opposition et de la société civile. Le débat autour de l'alternance démocratique divise l'opinion. À quand l'alternance démocratique au Cameroun? Le Cameroun est le seul pays au monde où on connaît la victoire des résultats des élections avant même que les élections n'aient lieu. Nous sommes dans un pays où le RDP fait où il veut, comme il veut, quand il veut, et pas les autres. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui Maurice Kamto va plaider pour les gens qui ont voulu marcher. C'est devenu normal et banal. Cette année, la 15e édition de la Journée internationale de la démocratie a d'ailleurs été l'occasion pour la communauté internationale de tirer la sonnette d'alarme sur le recul de la démocratie à travers le monde. Au demeurant, comme tout processus, la démocratisation a encore de belles pages devant elle. Il y a toujours des plaintes, mais au Cameroun, des efforts sont faits pour que les revendications des Camerounais soient constamment prises en compte. Il faut que nous restons positifs, constructifs, optimistes. Ensemble, nous devons dénoncer et refuser et rejeter la violence, le chaos, le discours de la haine. Sa bonne santé dépend, selon certains observateurs, de l'engagement citoyen, certes, mais le chef de l'État, depuis 40 ans, en est le levain.
Et nous recevons en direct de Yaoundé pour la chronique politique de ce lundi, Rodrigue Tanguay. Bonsoir. En 40 ans de renouveau, devrait-on affirmer, comme l'ont fait certains intervenants dans les sujets précédents, que la démocratie reste un vœu pieux? Bonsoir Alain Gisant Kanga. Ce qui est certain, c'était déjà un vœu pieux, marqué dans le mantra du RDPC en 1985, unité, progrès, démocratie, puis l'instauration en 1987 des primaires dans les rangs de ce qui était alors le Parti des Flammes, parti unique. Et puis, il y a cet aveu public en juillet 1990 à RMC, au micro d'Yves Monrosi, monument de la presse française aujourd'hui décédé. Je vous en propose un court extrait. Le plus beau titre qu'on pourrait écrire sur vous en disant Paul Biya, deux points, vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Vous l'avez vu, Alain Gisant Kanga, Paul Biya proposait à la presse le titre Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et le progrès. On verra pour le progrès dans la suite de notre série en semaine. Mais pour ce qui est de la démocratie, observons que la structure des piliers, séparation des pouvoirs, respect des libertés publiques et le suffrage universel, 40 ans après, ne repose sur aucun granit. Nous savons la preuve que l'exécutif donne des ordres à la justice, et mieux. D'ailleurs, la Constitution du Cameroun dispose que c'est le chef de l'exécutif qui garantit l'indépendance de la justice. Nous savons que les acteurs sociaux ont intégré que les réunions et manifestations publiques sont soumises à des autorisations préalables, alors que la loi parle de déclaration préalable. Nous savons aussi que les élections sont systématiquement contestées chez nous et que la fraude électorale a la peau dure. Quant au multipartisme, quatrième pilier, il est acquis certes, mais l'absence d'un statut de l'opposition fait réfléchir. Alors, il y a ce vœu présidentiel que les lois sur les libertés de décembre 1990 ont encadré, mais en 40 ans, on aurait pu mieux faire, Alain Gisant. Alors, Rodrigue, pourtant, les partis politiques concourent bien au suffrage universel et les médias fonctionnent relativement bien. Est-ce en cela un signe de vitalité démocratique? Paul Biya a libéré la parole, c'est clair. Il le disait d'ailleurs aux aurores de son premier mandat, nul n'aura plus besoin de prendre le maquis pour exprimer son opinion. Et c'est vrai. La preuve, nous sommes ici à passer au scanner son action sans crainte qu'une escouade de police ou de gendarmerie nous embarque au sortir de ce studio. Mais la presse qui végète au Cameroun peut-elle encore être indépendante? Ça, j'en doute. La presse est peut-être, comme d'autres entités chargées de garantir la liberté d'opinion, la séparation des pouvoirs, la presse est donc peut-être sous liberté surveillée. Quant aux élections, la classe politique attend toujours la première ou les premières consultations sans contestation, surtout la première élection présidentielle après le retour du multipartisme ou le deuxième ou le troisième féliciterait le premier pour sa brillante élection. Ou bien des élections simplement sans boycott des majors. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit, Alain Gisant Kanga. Tanguay, le président peut certainement parfaire son projet. Oui, Alain Gisant Kanga, il peut. Il en a déjà la volonté, c'est clair, ça a été affirmé avec Yves Monrosi. Il pourrait maintenant accélérer le chantier démocratique après 40 ans, car s'il est plus difficile de laisser la prospérité que la démocratie, l'un des plus importants gages de cet héritage, c'est une transition pacifique et démocratique. Le père du renouveau a toujours dit que c'était l'une de ses préoccupations de tous les instants. Eh bien, prenons-le au mot. En attendant, espérons, avec cette formule aux allures publicitaires, Biya peut. Merci Rodrigue Tanguay pour cette chronique politique. Je vous rappelle que l'épisode 2 demain de cette série sera consacré à la vie économique sous l'ère Paul Biya. À suivre dans ce journal, le calvaire des usagers de la route sur la pénétrante ouest de Douala. Là-bas, les embouteillages règnent en grand maître. Et nous reviendrons sur le parcours de Justlin Fouami, le seul Camerounais en lice de la compétition du marathon international 2022, passé tout près d'un exploit. Et enfin au Brésil, il fait son
comeback à la tête du pays. Lula remporte l'élection présidentielle. Et dans l'actualité également, à Baham, une nouvelle maison de parti a été inaugurée ce week-end par le secrétaire du comité central du RDPC. Voyons cela avec Walter Bertrand. Le joyau architectural d'une modernité extraordinaire de la maison du parti de Baham est désormais opérationnel. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cueté, l'a inauguré ce vendredi 28 octobre 2022, une consécration de ce complexe, véritable symbole de l'attachement constant et solide des populations militant des hauts plateaux. Un bâtiment principal implanté au quartier administratif comportant 2 grandes salles, la plus grande baptisée salle de conférence Paul Biya, qui a accueilli près de 1200 militants. La maison de parti de Baham que nous offrons ce jour, c'est le meilleur cadeau que les hauts plateaux puissent offrir au président national du RDPC à l'occasion de son 40e anniversaire. La partie solennelle de la coupure du ruban dévoile la plaque suivie d'une visite guidée, puis la grande cérémonie en présence d'illustres personnalités, au premier rang duquel le président du Sénat, membre du gouvernement, hauts responsables de l'administration, responsables politiques, autorités traditionnelles et militants. Comment ne pas comprendre que le secrétaire général de notre grand parti ait l'importante délégation qui l'accompagne ait pour devoir de tout faire pour se retrouver aujourd'hui avec vous dans ce noble département animé par ces nobles chefs de gouvernement. Cérémonie ponctuée de la présentation de la maison du parti à Baham par le promoteur de l'ouvrage, membre titulaire du comité central, conseiller spécial du président de la République, le professeur Luc Sidjoun. La maison du RDPC, sommairement présentée, je l'ai dit, est le fruit de la générosité partisane, de la générosité des militants du RDPC, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le RDPC a construit cette maison comme il construit Baham, comme il construit le département des Hauts-Plateaux, comme il construit le Cameroun. Le RDPC, c'est le parti des bâtisseurs. Outre les allocutions, la remise de la clé au président de la section, la remise des cadeaux, la motion de soutien des militants de toutes les sections des Hauts-Plateaux. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a désormais une nouvelle salle pour préparer et célébrer ses victoires dans les Hauts-Plateaux. Le littoral affiche 38% de taux d'exécution du budget d'investissement, faute de maturation. C'est la région qualifiée de poumon de l'économie camerounaise. Traîne la patte. Le tort est attribué aux maires qui ont pour la plupart du mal à monter des projets. David Sandio, Thierry Nana. Les chantiers abandonnés, inachevés, ou encore la malfaçon en pignon sur rue. Et le littoral n'est pas épargné. Si dans l'ensemble, 80% des projets ont atteint la maturation dans la région du littoral, force est de constater que quelques exécutifs municipaux ont du mal à se rapprocher des différents comités techniques pour redresser la barque. La région du littoral, qui est le poumon économique, connaît une croissance certaine, mais cela ne suit pas beaucoup en matière d'investissement public. Nous voulons donc appeler nos municipalités à faire un effort pour que ces projets non maturés puissent, n'est-ce pas, connaître une certaine avancée. La municipalité, au centre de la maturation des projets, explique les retards par les difficultés financières. La nécessité, n'est-ce pas, que les collectivités locales décentralisées soient accompagnées dans ce sens parce que la maturation coûte extrêmement cher. Si vous prenez le cas de la construction, par exemple, d'un stade de football ou bien qui nécessite des études géotechniques et bien d'autres éléments de maturité, vous comprendrez bien qu'il ne sera pas évident pour un maire de disposer de ces fonds. Réunis à Douala, les acteurs du développement se retrouvent pour obtenir les visas de maturité aux différents projets. Et ce communiqué de la CAMWater qui nous parvient à l'instant, le directeur général de la CAMWater a l'honneur
d'informer les abonnés qu'une campagne spéciale de recouvrement des impayés des factures d'eau sera lancée le 1er novembre 2022 sur l'ensemble du territoire. En effet, la Cam Water cumule à date une ardoise colossale de 32 815 946 818 000 francs d'impayés repartis entre les particuliers, les gros consommateurs et industriels, les organismes à budget autonome, et le non-paiement des factures d'eau retarde ou empêche l'exécution de certains projets et d'activités liées à l'objet social de l'entreprise. Le directeur général de la Cam Water invite donc les abonnés défaillants à s'acquitter spontanément du paiement de leur solde avant le 1er novembre 2022 auprès de leur agence commerciale de rattachement pour éviter les désagréments relatifs au dépôt des compteurs ou poursuites judiciaires. Au demeurant, le directeur général de la Cam Water rappelle à son aimable clientèle que si l'acte de paiement de sa facture d'eau est une obligation contractuelle, celui-ci est davantage une contribution citoyenne au développement en partage du service public de l'eau potable, ce d'autant plus que l'État en supporte pour le moment l'essentiel du poids. À titre de rappel, le règlement des factures permettrait à la Cam Water d'assurer une meilleure desserte en eau potable de qualité et en quantité conformément aux très hautes directives du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le directeur général de la Cam Water sait pouvoir compter sur le sens élevé de responsabilité et surtout la très bonne compréhension de ses aimables abonnés. Essayé Moussa Blaise, directeur général de la Cam Water. On poursuit ce journal avec le trafic de l'automobile qui reste un enjeu majeur à Douala. Les embouteillages font partie de l'ADN de ses habitants, particulièrement les week-ends sur la pénétrante ouest. Voici le reportage de Lille Piediou et Thierry Nana. Circulation complètement paralysée dimanche soir à la pénétrante ouest de la ville de Douala. Des files interminables de véhicules entre Bekoko et Carrefour Muzik. Les conducteurs coincés les uns derrière les autres roulent à une vitesse d'escargot. Entre stress et tension, certains optent pour la marche à pied. Je suis descendu à Bekoko, je viens de Limbé et vraiment je ne sais pas si je vais trouver l'occasion pour arriver à Anne-Raphaël là où je vais. Je continue à pied. Agacés par ces embouteillages monstres, d'autres réussissent à zigzaguer dans l'espoir de voir le bout du tunnel. Ce qui n'est pas sans conséquence face à cette police qui essaye tant bien que mal de décongestionner cet axe. J'ai été interpellé, juste il y avait un gendarme avant, la distance ne fait même pas 15 mètres. Il dit que bon, comme c'est 15 mètres, ça fait quelle distance là à présent? Parler le départ, il dit que maintenant 3 mètres à 15 mètres, à partir de 3 à 15 mètres. Quand il veut demander, ils nous disent que c'est 25 000 francs qu'il faut payer. À ce moment précis, la moto devient incontournable, peu importe le tarif fixé. Vous devez payer 1000 francs d'ici rond-point. Face à ce bouillon salé du trafic, les accidents, les pannes, les éclats de voix, les klaxons, les convocations s'entrechoquent. Les autorités de la ville sont interpellées. Mais c'est terrible. Je ne peux pas faire Bafan, Douala Baganté 3 heures, 4 heures, je vais faire 4 heures dans les embouteillages de Bekoko pour Bonabéry. Bekoko rond-point, est-ce que ça fait sens? Vraiment que les gens, que les autorités puissent trouver une solution par rapport à ces embouteillages-là. Selon l'ONU, plus de 2,200 milliards de dollars s'envolent chaque année à cause des embouteillages dans les pays comme le Cameroun. Il devient impératif de lutter contre la congestion de cet axe, considéré comme le point de rencontre des 3 régions du Cameroun. L'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, très sollicités le week-end. La chirurgie plastique n'est pas totalement ancrée dans les mœurs des Camerounais, mais le chirurgien plasticien Sami Oben ambitionne de répandre cette pratique au Cameroun, mais précise qu'elle n'est destinée à tout type de corps. On voit cela avec Samuel Bayha. La chirurgie plastique, des techniques modernes pour une quête de bien-être. Mais elle n'est pas destinée à tous. La chirurgie plastique, je vais prendre par exemple la liposuction, est réservée pour les gens qui ont fait des changements de mode de vie, qui ont suivi des régimes alimentaires, qui font le sport, mais qui ont toujours cette masse de graisse qui est résistante au sport, au changement de vie. Ça, c'est des gens qui sont qualifiés pour qu'on puisse faire la chirurgie. Qualifié dans cet art, Dr Sami Oben
Présenté comme le seul chirurgien plasticien au Cameroun, il répand sa science, non sans risque. Le poids est à plus de 120, 130. Il veut à tout prix faire la chirurgie plastique. Moi, je lui ai dit non, je ne fais pas. Un refus qui doit répondre avant toute opération chirurgicale à certains préalables. Nous assurer que la prise en charge préopératoire est adéquate, la bonne technique est pratiquée et en post-opératoire aussi que le suivi s'est fait comme indiqué par le médecin. Dans cette conférence de presse, le docteur Sami Oben révèle que la chirurgie plastique n'est pas indiquée pour la peau noire, trop rigueuse et cicatrise au moins. Ouvrons la page sport pour la 4e fois en 5 éditions. Les Kenyans s'imposent dans les 2 courses phares du marathon international de Douala. Lors de l'édition 2022 hier, le Camerounais Jesslyn Fouami est passé près de l'exploit. Ambiance de course avec André Mirabeau-Maop. Jesslyn Fouami, unique Camerounais présent sur les 2 podiums majeurs du marathon international de Douala 2022. Le vainqueur de l'édition 2019 s'est plié en 4 pour se faire une place au cœur d'une meute kenyane. Je venais pour faire un nouveau record, comme j'avais promis à Mme Tarasco et à la fédération. Je venais pour mettre un nouveau record et surtout gagner, pour faire une fois de plus plaisir à tous les Camerounais qui m'attendaient ici, mais malheureusement... depuis ce matin, il s'est passé que c'est passé, mon corps n'a pas répondu et que je comprends que c'est le sport. J'espère que j'aurai la chance de revenir l'année prochaine pour prouver ce que je vaux et soulever encore le drapeau de Cameroun plus haut comme en 2019. Le lion des routes accuse juste 2 minutes de retard sur le Kenyan Simon Tarus. Son compatriote Hilary Touei complète le podium masculin. Chez les dames, razzia étrangère avec Merci Lagat en tête, talonnée par Maureen Kipchumba et Kogo Rolex. Nous travaillons avec ces équipes depuis très longtemps, ainsi que la Fédération camerounaise d'athlétisme peut porter le marathon international de Douala encore plus loin, notamment en obtenant les diverses homologations, quelle que ce soit celle de la Confédération africaine d'athlétisme ou bien de la World Athletics. Le marathon international de Douala s'affirme d'année en année comme une compétition internationale, un événement sportif international de grande envergure, dont l'attractivité et la compétitivité s'affirment. Nous avions ici quelques 4500 participants venus de 22 pays. Le marathon international de Douala 2022 avec une foire commerciale, des concerts gratuits, la course sommet de 42 km, le semi-marathon, le marchathon, la marche familiale et le dernier kilomètre. Une sacrée panoplie pour une 5e bougie. Et pour le 10e numéro de prélude de la Coupe du Monde au Qatar, arrêt sur les buteurs camerounais de la compétition, de Mbida à Matif. Certains chefs-d'œuvre ont marqué les esprits. 18 buts inscrits en 23 matchs. Les belles images dans le reportage, une fois de plus, d'André Mirabeau-Maop. Et en bref, la FEDIPRESS demande la comparution libre de Parfait Seki. La Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, par la voix de son président, vient d'appeler à la libération de son secrétaire exécutif placé en garde à vue à la police judiciaire. Ce dernier représentant des garanties de représentation. Et le communiqué signé d'Aman Mana précise que Parfait Seki, directeur de publication d'InfoPlus et ex-secrétaire général intérim de la FECAFOOT, séjourne à la police judiciaire depuis mercredi. Sont ses avocats pour rétention de documents de la FECAFOOT dans l'intention de les falsifier. La Fédération camerounaise de football n'a pas pour l'instant commencé cette procédure qui l'oppose à son ancien emploi. À l'étranger, Lula da Silva remporte de justesse le second tour de la présidentielle au Brésil. Il emporte face au président sortant de l'extrême droite. Et dans le continent africain, tension de plus en plus vive entre la RDC et le Rwanda. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmonde. Après des mois de tensions et d'accusations d'agression, Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23, décide d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Au regard des faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense
demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin. Cette expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC est une demande qui tarde de la population congolaise. Cette population avait très longtemps demandé au gouvernement de la République de l'expulser, d'autant plus que des preuves tangibles ont démontré que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo en territoire de Rutshuru. À Goma, des jeunes Congolais manifestent leur colère contre le Rwanda en brûlant un drapeau rwandais devant un poste frontière. Ces accusations ont été démenties par Kigali qui affirme en retour que la RDC collabore avec des rebelles hutus rwandais. C'est une victoire pour toutes les femmes et tous les hommes qui aiment la démocratie et qui veulent la liberté. Déclaration de Luiz Inácio Lula da Silva en s'adressant à ses partisans sur l'avenue Paulista à Sao Paulo. L'ancien président qui a remporté un 3e mandat a été au coude à coude avec le président sortant, Jair Bolsonaro. Tout au long d'un scrutin très serré, il est sorti vainqueur avec 50,9% des voix contre 49,1% pour son rival. Ce n'était pas une campagne d'un homme contre un autre homme, d'un parti contre un autre parti. C'était la campagne d'un groupe de personnes qui aiment la liberté et la démocratie contre l'autoritarisme qui a dépensé le plus d'argent. Les vaincus avaient l'habitude de dire que les minorités devaient se taire. Maintenant, les minorités n'ont plus à se taire et c'est tout. C'est tant de bonheur. Luiz Inácio Lula da Silva est élu pour un 3e mandat, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Et bienvenue dans le Plus du 10h50. La ville a accueilli le week-end dernier l'édition 2022 de l'excellence scolaire. Plus de 1500 déplacés internes ont reçu des kits matériels et les meilleurs élèves des 11 arrondissements de la Sanaga maritime. Et Institute of Technology and Applied Sciences a entamé la toute première rentrée académique à Douala. On le voit dans le Plus du 10h50. Hanseatic Institute of Technology and Applied Sciences, ITAS, a désormais son vice-président chargé des affaires académiques et de la coopération internationale. Ancien recteur de l'Université des sciences appliquées de Wismar en Allemagne, le professeur Norbert Grünwald est solennellement installé ce 24 octobre par le président fondateur de ITAS, le professeur Maurice Kamgar, au cours de la cérémonie officielle de la rentrée universitaire 2022-2023. Le nouveau promu nourrit de grandes ambitions pour les futurs ingénieurs. International cooperation means always two ways. We bring our experience here to Cameroon and we can help Cameroon to get European experience. Also can bring here is what becomes, we hear today a lot about engineering, about the engineering field, absolutely important. But for the personal development, it's also important the so-called transversal skills. That means skills that is for the person, that is entrepreneurship, that is problem solving, creativity, critical thinking. I think these things, that's also especially what I'm looking for and what I'm doing, we can bring here to the Cameroon students, and that is also very important. La leçon inaugurale, ingénieusement distillée par Albert Hilaire Anoubon, vice-président et directeur exécutif de Tremble, leader mondial dans les solutions géospatiales, avait pour thème la 4e révolution industrielle, perspective pour les futurs ingénieurs camerounais. Bon, sociétaire de la NASA, a marqué les esprits des participants venus nombreux.
Aujourd'hui, après la leçon inaugurale à ITAS, je ressors étant plus motivé. Peut-être atteindre aussi l'objectif de manager à la NASA avec 30 personnes sous ma directive. Donc c'est vrai que pour moi, il m'a permis de rêver et de voir les choses autrement. Avec un comité de direction de choix, des enseignants de haut vol et un cadre propice à l'éducation, ITAS compte révolutionner la formation professionnelle et surtout celle des ingénieurs au Cameroun. La vision d'ITAS est de former des étudiants qui seront prêts à l'emploi et à l'auto-emploi. Et nous sommes prêts à chercher les compétences où elles se trouvent. Donc nos meilleurs étudiants auront des opportunités. Si nous voulons former des étudiants qui peuvent compétir au Cameroun et à l'extérieur, il faut être parmi les meilleurs. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils ont commencé un semestre de mise à niveau. Le francophone doit être parfaitement bilingue, parler anglais à l'issue des 4 mois et vice-versa. Situé à la montée Mankabel, au quartier Bali à Douala, ITAS a lancé son programme de licence et bachelor le 17 octobre 2022. Un nom, Clévia Darcel Massundom Kouamo, la meilleure élève de la Sanaga Maritime édition 2022. Elle a obtenu le baccalauréat C avec une moyenne de 16 sur 20. Des encouragements du promoteur de la fondation La Main Tendue. Le ministre Jean-Ernest Massénangale Bibéhé remet à cette meilleure des meilleures des chèques évalués à plus de 300 000 francs CFA. Je dis merci au ministre de la Fondation La Main Tendue pour ce prix et pour le suivi. Ils sont au total 548 élèves du primaire et du secondaire venus des 11 arrondissements du département de la Sanaga-Maritime, mobilisés ici à l'esplanade de la préfecture d'Edéa pour la traditionnelle édition de l'excellence scolaire en Sanaga-Maritime. Ils repartent avec des kits scolaires et enveloppes offerts par la fondation La Main Tendue. L'excellence scolaire en Sanaga-Maritime ne fait pas de discrimination. Qu'il s'agit de Camerounais originaires du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et non une cérémonie de récompense ethno-tribale. Oui, nous voulons laisser à nos enfants un Cameroun où l'hospitalité restera légendaire. C'est la raison pour laquelle, dès cette année, nous avons particulièrement tenu à démontrer aux familles sœurs déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'elles sont bel et bien chez elles en Sanaga-Maritime. À chaque édition des innovations, la Fondation La Main Tendue a primé les meilleurs élèves au First Living School Certificate, au DCE Ordinary Level et au DCE Advanced Level. Plus de 1500 élèves déplacés internes et 6 orphelinats sont repartis avec des kits scolaires, des médicaments et autres produits alimentaires. Un grand merci à Monsieur le ministre, à son épouse et ensuite à tous les membres de la Fondation pour ce geste qui nous va droit au cœur parce que ça nous aide à donner du sourire aux enfants. La Fondation La Main Tendue, portée par son promoteur Jean-Ernest Massénangale Bibéhé, à travers cette initiative promeut également le vivre ensemble, d'où la présence des ministres de l'éducation de base, des affaires sociales, des autorités traditionnelles, religieuses, administratives et les artistes venus donner de la voix pour marquer cet événement. Rendez-vous l'année prochaine. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.